Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Donatien Gros, conseiller pour les programmes contemporains auprès de la présidence du Musée du Louvre, et au nom de Laurence Descartes, présidente directrice, je suis heureux de vous accueillir ce soir pour cette soirée. Évidemment, on le dit toujours, mais c'est particulièrement vrai puisque Sébastien Allard est une personne rare et admirée, et Robert Polidori vit à Ojai, en Californie, et Ojai, pardon, et tout aussi rare et tout aussi admiré. Et autour de ce projet, au Louvre, ce livre qui vient d'être publié, ce projet, livre publié aux éditions Rizzoli en coédition avec le Musée du Louvre. C'est un projet qui noue beaucoup de fils. C'est un projet qui est évidemment lié à l'exposition Naples à Paris, et le Musée du Louvre invite Capodimonte, dont le commissaire général est Sébastien Allard, directeur du département des peintures. C'est une mise en lumière de cette extraordinaire expérimentation muséale qui est la rencontre dans un espace aussi consacré que l'est la Grande Galerie de deux collections de peinture italienne parmi les plus importantes du monde. Et quand la réflexion s'est posée de fixer, en quelque sorte, de fixer et de transfigurer ce moment historique de rencontre des collections dans la Grande Galerie, qui mieux que Robert Polidori, le grand photographe du temps, pour capturer ces moments, pour les transfigurer. Et ce projet, dont nous allons parler ce soir, est un extraordinaire portrait du Louvre. C'est une réflexion sur le musée, ce qui est au cœur de l'œuvre de Robert Polidori. C'est aussi une manière pour le musée du Louvre de renouer avec la photographie. Le musée du Louvre a été, le bâtiment, le palais, a été parmi les premiers sujets de la photographie dès 1839. Et le Louvre n'a cessé d'être un sujet, un objet, un complice de la reproduction des images. Et c'est un fil que nous souhaiterons, dans les années qui viennent, tisser et retisser. Je le disais dans cette introduction que je ne voudrais pas trop longue, c'est une réalisation collective. C'est aussi un formidable projet qui donne à voir le Louvre en travaux, le Louvre en travail. Et à ce titre, c'est une réalisation collective du musée par le regard de Robert Polidori. Et je voudrais tout de même mentionner ici, avant qu'on commence véritablement cette conversation, les personnes qui sont les maîtres d'œuvre. Sébastien Allard, et vous trouverez dans les photos, vous chercherez l'image de Sébastien qui apparaît ici et là dans ces images de chantier, d'installation, d'images de peinture installées. Charlotte Chastel-Rousseau, qui est co-commissaire de l'exposition, et évidemment toute l'équipe du département des peintures, notamment Martine de Pagna et Elsa Marco. C'est un livre qui, à bien des égards, est la réalisation de ce département sous la houlette de Sébastien. Je voudrais mentionner aussi l'équipe de la direction des éditions, ici, la direction des éditions et des expositions, présente à double titre dans ce projet, notamment évidemment sa directrice Aline François, directrice adjointe et rédactrice en chef Valérie Coudin, et la chef du service d'édition Violaine Bouvel-Ancel. Dans cette série de remerciements, bien sûr, l'auditorium qui nous accueille ce soir, la direction des relations extérieures, et un remerciement tout particulier à Nicolas Marbeau qui a accompagné Sébastien Allard et Robert dans ce projet. Enfin, remercier Catherine Bonifaci des éditions Rizzoli qui, alors que Sébastien Allard et Laurence Descartes avaient eu l'intuition qu'il y avait là quelque chose à fixer de l'histoire du musée, a accepté de nous suivre dans ce projet fou. Et quand vous voyez le livre, quand vous voyez cet objet magnifique, vous ne vous rendez pas compte que c'est une réalisation en 6 mois. C'est un record, je pense, absolu pour les musées et sans doute pour Robert. Avec ça, je voudrais juste, avant de commencer, d'entrer plus avant, vous dire que ce livre sera en vente à la fin de cette séance,
que vous pourrez même, et c'est le privilège que vous avez, contrairement aux personnes qui nous verront en ligne et qui pourront elles aussi acquérir ce livre, le faire signer par Robert et par Sébastien, s'ils le souhaitent. Et je voudrais, comme une sorte de petite apéritif de cette soirée que nous allons passer ensemble, commencer avec une citation de Sébastien Allard, qui est le dernier paragraphe de ce texte magnifique que vous avez écrit, conçu en introduction du volume. « Les musées sont des cimetières », répétait avec une bonne dose de mauvaise foi assumée Paul Valéry. Robert Polidori, avec ce travail inédit, nous prouve qu'il n'en est rien. C'est bien l'élan, l'énergie du Louvre, dans son espace le plus solennel, qui l'a séduit et qu'il a su capter. C'est admirable, mais presque paradoxal. Au regard de son œuvre antérieure, en l'invitant, le Louvre prenait un risque. Car Robert Polidori, que ce soit avec ses photographies de Cuba, de la Nouvelle-Orléans, de Pompéi ou de Tchernobyl, dépeint des lieux figés où toute action ultérieure semble rendue impossible par la catastrophe, les destructions liées à l'action du temps, de la nature ou des hommes. Au Louvre, il ne fixe pas l'après, mais il traque le déroulé de ce qui a lieu, pas le délitement, mais le mouvement positif d'apparition et de disparition, de polarité, de fugue des temporalités et surtout le travail des hommes qui rend une nouvelle histoire possible dans cette grande galerie. Le musée n'est pas un cimetière. Ce livre est ainsi plus que le témoignage d'une expérience vécue liée à un événement particulier, l'accrochage dans le Louvre des collections de Capodimonte. Il en garde la mémoire et montre la force vitale du musée. Cela, Sébastien, c'est la fin de votre texte. Quelle est la suite ? Quelle est la suite là, c'est un petit peu une colle. Là, je m'attendais pas. La suite, c'est la vie qui continue. Enfin, dans ce qui est tout à fait étonnant dans le travail de Robert, c'est que pour la première fois, en fait, nous avons eu, nous, conservateurs, régisseurs, toutes les personnes actives sur ce chantier, une image de ce qu'on faisait, puisque Robert était complètement libre de tout photographier. D'ailleurs, vous couriez partout. Et après, vous avez réussi à trouver la place, mais dans ce lieu immense. Et en fait, ce qui est très intéressant quand on voit les milliers de photos qui ont été faites et qui ont abouti à ce livre, c'est que tout est en réalité, ritualisé. Dans une forme il y a une forme de chaos, évidemment, parce qu'on avait une temporalité qui était extrêmement réduite, puisqu'on devait accrocher le mardi de 9h à 16h, et à 16h, le programme qui avait été établi par la régie chez nous devait être terminé. On n'avait aucune marge de manœuvre. Donc, et en fait, ce qu'on voit, c'est deux choses. C'est des actions qui se répètent, donc dans une forme en fait de rituel qui est assez proche de celui de la tragédie classique, unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Voilà. Et puis, donc des gestes qui vont se répéter encore aujourd'hui, demain, pour les prochaines expositions, et qu'on a ce rituel qui s'articule à un événement qui est ici et maintenant très contemporain, qui va durer ici le temps de l'accrochage, c'est-à-dire 3 mois, 3 mardis pendant 3 mois, et puis ensuite qui passera à autre chose, quelque chose de tout à fait différent, mais probablement avec un rituel assez proche. Et puis l'autre chose qu'on voit aussi sur les photos, c'est l'espèce de comment dirais-je, de parallèle qu'il peut y avoir entre la vie des œuvres, peut-être qu'on y reviendra, et la vie des hommes. Donc en fait, la question qui m'est là posée, je n'essaie pas d'y échapper par tout ça, mais ça veut dire qu'on est le musée est dans une polarité entre une forme de rituel, de permanence de l'action des hommes et des femmes au service des œuvres et au service du public, et d'une extrême contemporanéité, puisqu'on est là à servir un événement. Et alors vous, Robert, le photographe du temps, comment est-ce que vous avez vécu cette invitation et ce projet ?
Au début, j'étais très ému, mais avant, j'aimerais dire à tous les spectateurs qui sont venus ici ce soir que je suis très ému qu'ils sont venus de I'm totally jet lagged. Alors, et puis je parle le français moins bien que tous les gens qui sont à côté de moi. Vous deux, je devrais dire. Alors, comment j'ai vécu ça? Je voulais absorber ce qui se passait parce que j'avais bien compris qu'il ne s'agissait pas de photographier des traces de choses, c'était de photographier un processus. Puis le processus était humain. Et comme vous avez dit, oui, c'était des ouvriers, mais les processus, ils se répétaient. Ça m'a pris 1 ou 2 séances à comprendre un peu le schéma de ce qui allait se passer. Alors, d'un côté, j'aime absorber les choses et de cesser d'être moi. Il y a beaucoup de genres de photos, mais une polarité, une dichotomie que je vois, c'est qu'il y a des photos où les photographes cherchent à capter ce qui est devant l'objectif, et les autres, ils aiment reconstruire une réalité de leur désir, de leur conception. Ceux-là se pensent des créateurs. Moi, je me pense et j'ai essayé d'être un genre de médium et que le sujet passe à travers moi. Alors, et pour moi, c'est quelque chose, je ne peux pas dire spirituel, mais presque. Je suis une personne que je suis toujours en douleur et quand je prends des photos, I feel no pain. Comment on peut capter un sujet d'une manière la plus véritable si on ne pense pas à soi-même. Voilà, est-ce que ça répond à votre question? Et pour aller plus loin, vous êtes connu pour avoir photographié de nombreuses institutions patrimoniales, dont le château de Versailles, beaucoup de musées, dont le Chapel Getty Museum, et à un tel point que vous êtes considéré parfois comme le photographe des musées. D'ailleurs, très étonnant que vous n'ayez jamais véritablement travaillé au Louvre avant cette invitation. Mais j'avais essayé. Hein. OK. Mais, OK. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler du rapport au Louvre? Pourquoi le Louvre, c'est important pour vous? Et notamment dans cet environnement des musées dont vous êtes, entre guillemets, un spécialiste. Moi, je ne me considère pas comme un spécialiste de musée. Je me spécialise dans la temporalité. And the Freudian concept of the superego, collective superego. Les gens, sur moi collectif. Oui, les gens mettent sur les murs ce qu'ils veulent être ou ils pensent qu'ils sont. Alors les musées font partie de ça, mais la particularité du travail que j'ai pu faire au Louvre, c'est parce que les autres musées ne m'ont jamais laissé capter l'acte curatorial, ça se dit en français? L'acte des conservateurs. Oui. Pas seulement. Conservateur, curatorial. Oui, curatorial. Il ne me laisse pas. C'était la première fois dans ma vie qu'on m'a donné ce privilège. Alors, bien sûr que les photos, ils sont différentes des autres lieux. Okay, et j'ai bien compris. On vient chaque mardi, le jour, et puis il y avait des travaux. Je ne peux pas prendre une pièce vide quand elle est pleine de gens. Okay? It's not possible. Et plus spécifiquement sur le rapport au Louvre, avec l'expérience spécifique du Louvre, mais le Louvre spécifiquement. Quand je suis devant un lieu, c'est vague pour moi et je veux que ça reste. Alors,
quand j'ai marché avec le matériel jusqu'au Louvre, je suis bien conscient que c'est le Louvre. Une fois que je mets l'appareil, ça ne change rien. C'est comme je pense que quand un chirurgien fait une opération sur une personne, il oublie le nom, il fait juste son travail. Alors, mais pour moi, la spécificité, c'est qu'on me laissait regarder l'acte curatorial. C'était ça, sa spécificité, pour moi. Est-ce que vous pouvez tous les deux, Robert, Sébastien, nous parler de votre collaboration? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Un peu le making-of de ce livre que vous pourrez trouver à la sortie tout à l'heure. Alors, ça relevait un peu, je peux dire un peu à tous les sens du terme de la performance. D'abord, la première fois que Robert, vous êtes arrivé dans les salles, vous couriez partout. Oui, parce qu'il y avait de l'action partout. Yes, it was an action film. Oui, voilà. Oui. Donc, Robert courait partout en disant « It's an action film ». Oui. Oui. Parce qu'en fait, c'était ça. Et en fait, nous, on était très concentrés à tenir avec la régie, les délais, l'action. Tout était en fait très organisé, mais on n'avait pas nécessairement conscience de ce que ça pouvait rendre sur une personne extérieure, puisque, en fait, Robert, on ne vous avait pas expliqué, rien n'avait été non, mais ça, préparé. J'ai bien apprécié quand même. Oui. Oui, ça, c'est bien. Mais il faut dire que la 3e et 4e fois, j'étais plus calme. Oui. Oui, parce que j'ai compris le procédé. OK? Après, il faut que j'attends là, il faut que je me mets là. Après, j'irai là-bas. La première fois, la 2e fois, je ne comprenais pas. Et puis, en fait, il y avait 2 équipes simultanément. Il y a certaines photos qui rendent compte, finalement, dans le livre qu'on a choisi, de ce qui était pour vous une forme d'étrangeté. En particulier, il y a une photographie où il y a un installateur qui, non pas regarde un tableau, mais se penche et regarde derrière un tableau. Très belle photo. Oui. Et en fait, on ne comprend pas ce qu'il fait. Donc nous, on sait ce qu'il fait avec la régie. Et il regarde si les tringles sont bien accrochés, si le tableau mais dans la photo que vous avez faite, très belle, parfaitement composée, on a cette personne qui regarde, au lieu de regarder le tableau, qui regarde derrière. Et ça reste une énigme aussi pour le spectateur de la photographie. Donc ça rend compte de cette étrangeté. Ça, c'est une chose que je recherche, meanings, double meanings. Moyen. Pas des vérités, comment dire, double sens. OK? Il y a de la dénotation et la connotation de chaque acte. Et les meilleures images, ils sont celles qui sont les plus complexes. D'un côté, ils sont très simples, mais le plus qu'on regarde, il y a des... Ah oui, je vais le dire comme ça. J'aime les images qui répondent à 3 ou 4 questions, mais n'en demandent 2 ou 3 autres. Et ça amène le lecteur à vouloir re-regarder plusieurs fois. Et la chose aussi qui était très importante dans la fabrication du livre, c'est qu'en fait, le livre s'est fait dans un temps, la composition du livre et le choix des photos s'est fait dans le temps exact de l'accrochage. C'est-à-dire que vous preniez des centaines et des centaines de photos. Le mardi soir, vous faisiez un premier tri. Le mercredi, on avait un rendez-vous avec Nicolas en particulier, Nicolas Marbeau, et vous-même et moi-même. On faisait un tri. Le jeudi, ça continuait un peu. La semaine d'après, on reprenait ce que vous aviez fait la semaine précédente. Oui, mais vous avez oublié qu'entre-temps, I did all the post-production. Oui, ça, c'était ça le boulot. Mais vous avez aussi, vous m'aviez demandé, posé une question sur la particularité du Louvre. C'est un grand immeuble très imposant, but this is the least uptight group of museum people I've ever met. Alors ça j'ai trouvé quand même incroyable.
Okay? Et que, en fait, j'ai bien aimé faire l'editing ensemble Merci. parce que j'avais très peur de ça, en fait. Ah oui. Je vais être franc, I knew this is where the problems come out. Okay? Mais c'était fun. You were great to work with. Merci. Yeah. C'est réciproque. Okay. C'est réciproque. Mais Vous donc nous ce avez- livre s'est fabriqué, ça c'est important à comprendre, en même temps que l'action. Oui, Voilà. Et ça c'est assez inédit, je Oui. pense. oui. Vous nous avez pas vraiment répondu sur sur votre collaboration. Donc on a compris que Robert courait partout, que l'editing s'était fait en même temps, mais comment ça s'est passé ce livre? Bien harmoniquement. Oui, c'était parfait pour ça. Parce que si c'était pas harmonique, le livre, il sera en retard. Hein. Après, il y avait une demande vous aviez une demande qui était qu'on respecte la chronologie donc vous verrez, le livre est divisé On a en pu tricher journées. sur ça. On a un peu triché et on a eu une grande discussion, de très longs emails nocturnes avec Oui. Robert sur la différence entre la justesse et l'exactitude, je dirais, complètement chronologique. C'est-à-dire qu'il y a certaines actions pour des raisons, disons, de rythme du livre qu'on a un peu déplacées, mais globalement, on les a fait tel jour, mais on aurait pu très bien les faire tel autre jour. Donc ça, c'est la justesse. Mais globalement, on a respecté le rythme On a fait des journées. 3 quarts. On a fait 3 quarts. Okay. Mais en fin de compte, je suis d'accord avec ça, parce que le truc que moi je reconnais du livre, que c'est la première fois que je vois ça, c'est que c'est un livre de 116 pages, et que quand on déroule, on dirait qu'il y a 40 ou 50. On va à travers très vite. C'est une bonne compression. It's smooth. C'est comme un Bordeaux. It's a mix. Et ça rend complètement compte de la rapidité avec laquelle nos équipes ont dû elles-mêmes travailler. Parce qu'on n'avait jamais travaillé aussi vite, avec autant de complexité dans les accrochages. Ok. Et j'aimerais juste dire une chose aussi sur la manière que pas les figurants, mais les travailleurs, les gens qui sont dans les images, que après, je dirais, le deuxième mardi, j'étais devenu invisible pour eux. C'était bien. Il faut dire qu'ils ont beaucoup de travail à faire. Alors, ils ne vont pas trop me regarder, mais en même temps, je ne voulais pas me... OK. Il faut effacer l'ego. Comme ça, le caractère des personnages, ils ont plus de chances d'être à l'aise et de plus me voir. Parce qu'en fait, c'est ça que je voulais. Je voulais un genre d'instantané. Je voulais faire des images françaises, en fait. Françaises, comme du Cartier-Bresson, quoi. You know? Like that, you know? Mais pour revenir un peu à ce que je disais au début, c'est de l'instantané d'actions qui vont se répéter. Oui. Et qui se répètent non seulement dans cet accrochage-là, mais qui se répètent pour nous d'année en année et peut-être même de dizaines d'années en dizaines d'années, de siècle en siècle peut-être. Oui. Mais Robert, ça mène à une autre question, c'est-à-dire que vous n'êtes pas exactement considéré comme un photographe de reportage. Et le travail sur l'image que vous faites... oui, mais ça, c'est parce que je ne monte pas ces images-là. Hein. Okay. Moi, j'ai pris beaucoup d'images. C'est que les images que pour lesquelles le public me connaît, j'ai fait des concessions aux galeries, quoi. Et que, parce qu'il faut gagner de l'argent, on ne va pas parler d'argent, ok, mais il faut dire que ça coûte cher à faire des images, ok. Mais je dirais que j'ai commencé vraiment à faire de la photographie exclusivement en 83, parce qu'avant ça, je travaillais dans film, 8 mm, 16 mm, et j'ai pris beaucoup d'images en moyen format qui étaient en fait beaucoup plus instantanées, et que je regardais comme genre d'image de
reconnaissance, par reconnaissance, de repérage. Et puis, j'ai travaillé à la chambre, en optique, et que ça, c'est un procédé, c'est une manière de photographier qui prend beaucoup de temps, qui est mal adapté à la tâche que je devais faire ici au Louvre. Mais c'est quelque part, c'était chanceux pour moi parce que, en fait, je suis dans une période de transition que moi qui persisté avec film analogique au moins 25 ans, 30 ans, depuis le début du numérique. Maintenant, je trouve que le numérique est meilleur. Okay? Et puis, et certains gens de ma génération, ils sont choqués quand je dis ça. Mais, you have to change. Mais vraiment, je suis convaincu que et ça me rajeunit parce que je peux travailler plus légèrement, plus vite. Et avec un... ouais, c'est comme du Cartier-Bresson, quoi, avec une sorte de rapport... oui. Avant, je cherchais une image emblématique. Parce que et la majorité des images que je prenais, c'était des pauses de 30 secondes, 1 minute et demie. C'est comme on avale le temps. Et même j'avais une sorte de manie parce que j'avais pas de chronomètre et que je comptais dans ma tête et que I would hold my breath. Parce que j'avais une idée que in life, on est donné un nombre fixe de respiration. Et si je respire moins, je vais vivre plus longtemps. OK, it's idiotic, mais quelque part, que les prises de vue que j'ai fait au Louvre, c'était un 125e, parce que je cherchais à freeze the time, geler le temps, sauf quand il y avait des gens dont le visage on ne pouvait pas reconnaître, que j'ai fait des longues pauses qui sont, comment dire, je ne sais pas le mot, c'est quand les pas flou, mais c'est traces de mouvement, on ne peut pas reconnaître l'identité du visage. Alors, puis on a mis les deux dans le livre, en fait. Okay, alors, ça répond à votre question un peu. Ça rejoint une autre question sur le travail des images. Parce que... Je veux te dire quand même une chose, ce n'était pas du tout les mêmes questions que tu m'as envoyées dans les mails. Hein. Okay. Je n'osais pas le dire. Ouais, je n'osais pas really. le dire. Parce que moi, je m'ai tout préparé à l'autre truc. Hein. Oui, alors, pour être totalement honnête, j'ai envoyé des questions rapides à Sébastien et à Robert, parce que Robert était très inquiet d'être devant vous ce soir. Donc, c'était un peu des questions pour vous rassurer, Robert, pour vous préparer. Okay. Alors, puisqu'on en est là, mais je pense que ce qui est aussi intéressant dans ces images, c'est la saturation et la façon dont vous travaillez des images qui sont des prises de vue, on pourrait dire de reportage, hein, oui. qui deviennent des images où le temps est suspendu, où il y a cet effet d'intemporalité, notamment du fait de la façon dont vous retravaillez l'image, la post-production. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, mais c'est vrai que je retravaille, mais je dirais que l'intemporalité, c'est quelque chose que j'ai développé pendant des décennies. Ça m'est venu, alors ça, je ne sais pas what you think of this, mais de mon utilisation de l'astrologie. Parce que je regarde le temps comme des sortes de variations de couleurs. Et que oui, pour retravailler l'image, parce que dans toute ma carrière, je prenais des images comme c'était physiquement impossible d'éclairer. Soit parce qu'il n'y a pas d'électricité, soit on ne me donne pas l'autorisation. Et que, en fait, j'aime
la lumière ambiante. Ça fait partie, pour moi, du phénomène absorbé. Parce que, comme j'ai dit, je ne suis pas un créateur, moi. Moi, je cherche à être médium. Alors, ce qu'on me donne, c'est ce que je dois respirer. Et que pour le rendre bien comme produit image, je le fais en post-production. Alors, quelque part aussi, je veux dire que j'ai travaillé en film analogique, mais j'ai commencé à scanner les images en 92, qui est quand même un bon début du monde numérique, et que en fait, je travaillais dans un procédé hybride, analogique et post-production numérique. Maintenant, je fais tout en numérique. Et j'aime... Une autre chose. Moi, je n'étais jamais bon en labo. C'est moi, in high school, I failed chemistry. Je ne peux pas sentir ces trucs-là. Et ça rend les mains toujours... J'adore l'ordinateur pour sa précision de couleur et les ordres de contrôle qui sont beaucoup plus. Et comme, oui, et je cherche une image qui a un contraste de densité faible avec un contraste de couleur fort, qui veut dire presque une vue anaérobique, sans air, an outer space view. The way light looks in outer space. Okay? Alors, et que quelque part, c'est très près de genre de coloris comme Fra Angelico et ces gens au Moyen-Âge. J'aime ce genre de coloris. Est-ce que vous pouvez nous parler tous les deux de la sélection des images? Vous disiez, Sébastien, qu'il y avait eu des milliers d'images qui étaient prises. On finit avec 80 images? Quelque chose comme ça. Ouais. Je ne me souviens plus non plus. Mais en tout cas, on est sur même pas 5% ou 7% des images prises. Est-ce que vous pouvez nous parler, qu'est-ce qui faisait qu'une image était bonne? Qu'est-ce qui faisait qu'une image ne marchait pas? Et qu'est-ce qui faisait qu'une image se transformait du reportage à ce qu'on trouve dans le livre? C'est qui répond ça? Comme vous voulez. Tous les deux. OK. Ben pour moi... les images qui marchent et qui ne fonctionnent pas, c'est quand il y avait une personne bien proche de l'objectif qui, en fait, empêche la vue. Et souvent, parce que je ne voulais pas trop gêner les gens qui travaillaient, alors je me déplaçais. Okay? C'est très difficile à expliquer avec les mots ce que je trouve une bonne ou une mauvaise composition. Mais je cherchais d'un côté les images qui sont chaotiques et de l'autre côté les images où il y avait un moment spécial harmonique. Ils sont rares. Ils sont à 5%. Parce que l'image et je veux dire, la chose et l'image de la chose ne sont pas la même chose. Et que quelque part, quand c'est plus facile en film, quand on voit le trajet d'une séquence, que dans une photo, il faut que tout soit coexistant parfaitement en même temps. C'est plus rarefied, c'est plus difficile quelque part. Voilà. Alors, il y avait deux choses. Il y avait effectivement le choix des photos individuellement, et puis journée par journée, et puis la construction d'un livre fait avec Catherine Bonifaci aussi, qui est une narration.
Oui. finalement, avec ces différentes journées. Donc il y avait aussi des questions et des photos qu'on aimait bien tous, et puis qui, dans cette narration, dans cette construction, étaient parfois redondantes avec d'autres ou ne trouvaient pas tout à fait leur place. Donc il y avait ces deux éléments qui jouaient. Et puis dans les photos, là, il y a aussi une question. Là, on a parlé beaucoup de temps, mais ça, c'est une question que je pourrais vous poser, Robert. Il y a la question aussi de l'espace, parce qu'on voit qu'il y avait un équilibre aussi à trouver entre. On voit bien que le lieu du crime, si je puis dire, c'est le mur. Souvent, Oui. on a le mur, c'est le lieu de l'action, de la péripétie, si on prend le langage dramatique. Et puis, on a quelques échappées, alors sur cette grande galerie qui, bien souvent, est vide, chaotique, parfois avec des échafaudages, des choses en plein milieu, mais avec peu de monde. Donc, il y avait aussi là aussi cette tension, cette polarité entre buter contre le mur, donc on est renvoyé à l'action qui s'y passe, et puis le déploiement, la perspective sur la grande galerie, qui n'est pas un espace facile. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais on parlait des choix des séquences du livre. Oui. Mais on était à peu près tous d'accord qu'on voulait quand même avoir on voulait représenter le processus qui s'est déroulé. Alors on était d'accord sur ça. Et je suis d'accord sur ça. Il faut dire aussi que dans le déroulement d'un livre, c'est quand même une pagination, on tourne les pages, et si on met deux images, une à droite, une à gauche, on rentre dans le monde du graphisme ou du graphique, que parfois a ses propres logiques. Ça, c'est une chose que j'ai compris il y a longtemps, que un editing de film, c'est pas comme un editing de livre. Il faut dire que la séparation des pages fait, comment je dirais, un phénomène binaural, à deux, comme deux miroirs ensemble, face à face. Alors, que certaines images ont pu rentrer dans le livre et d'autres, ils ont sauté, je dirais, une bonne moitié, et grâce à ce problème de graphisme. Non ? Oui, et puis il y a des choses qui se sont révélées. Par exemple, même après la fabrication du livre, par exemple pour moi, je n'étais pas au départ enthousiaste. Je ne parle pas de la photo, mais de la présence de Luca Pacioli, du détail sur la main de Luca Pacioli qui fait une figure géométrique. Et Robert, il tenait beaucoup, beaucoup, beaucoup cette image-là qui est très belle en elle-même avec le cadre et voilà. Et puis après, quand j'ai dû écrire ce petit texte, donc reprendre tout le livre et réfléchir, et je me suis dit, mais en fait, je n'avais pas perçu que c'était absolument essentiel dans la narration et dans ce qui s'était réellement passé, parce que dans le chaos ambiant, le désordre, etc., le problème principal de cet accrochage du livre et de ce que vous avez saisi, c'est l'ordonnancement, c'est l'ordre qui a été prévu, qui a été anticipé par les commissaires, par les régisseurs, par les installateurs, etc. Et qui est là, et le livre aussi lui-même, c'est une manière aussi d'ordonnancer les actions qui ont été saisies ou les moments. Et cette image-là, qu'au départ, dont je ne comprenais pas très bien la présence dans le livre, tout à coup m'est apparue comme absolument essentielle. Et vous aviez raison de la vouloir. Celle-là, ouais, parce que ça, c'est... moi, j'appelle ça, c'est la toile du magicien. Oui, c'est ça. Oui. Apercevoir une ordre dans le chaos. Mais c'est ça cadré, en fait. Peut-être qu'il y a une question qui est aussi intéressante à vous poser, Sébastien, vous qui êtes directeur du département des peintures. Je ne crois pas que vous ayez fait ce genre d'expérience très souvent, d'un tel behind the scenes, d'un tel regard d'une réalité du musée qui est une réalité très largement tenue secrète.
Oui. Donc comment est-ce que vous avez vécu le fait que, et comment non seulement avez vécu le fait, mais ressenti la nécessité en vérité, que ce moment-là, dans cet endroit-là, qui était un moment si important dans l'histoire du musée, devait donner naissance à une œuvre? Alors, juste une question de détail et d'adjectif. C'est pas tellement que ce soit secret, qu'on veuille le maintenir secret, c'est qu'on travaille et que, évidemment, ça ne peut pas se faire en public, étant donné le nombre de personnes impliquées, les dangers que ça peut représenter, etc. Sur la nécessité, on en a longuement parlé avec Laurence Descartes, c'est qu'on se disait que là, on allait avoir un moment absolument exceptionnel, c'est-à-dire que ça ne se reproduira plus, ce dialogue entre les collections de Capodimonte et les collections du Louvre, parce qu'on a vraiment mêlé les deux collections, donc on a une grande galerie comme on ne la reverra jamais plus, donc il faut qu'on en ait une trace, mais il nous paraissait insuffisant que cette trace soit purement une trace archivistique, et que donc il fallait, alors vous ne voulez pas être un créateur, mais il fallait l'œil d'un photographe, vrai photographe, hein, quelqu'un qui saisisse plus que le reportage photographique et qu'on classerait dans des dossiers de documentation. Et en fait, c'est beaucoup plus juste. Parce que dans des dossiers de documentation, on aurait eu des simèses, voilà. Et là, en fait, c'est beaucoup plus riche parce que ça rend non seulement le résultat, mais surtout, ça rend immédiat, enfin présent, plutôt présent, le processus lui-même de cet accrochage, non seulement de ce qui est fait. On voit les régisseurs, on voit les installateurs, on voit les peintres, on voit les ateliers d'horreur, etc., mais aussi, par exemple, avec cette œuvre-là, de tout ce qui a été anticipé. Donc là, l'ordonnancement qui a été prévu par nous, commissaires, mais aussi l'architecte, qui est symbolisé ici. Et finalement, avec la dernière image de cette grande galerie métamorphosée par la présence des œuvres de Capodimonte, mais qui persévère, comme on dit, qui persévère dans son être, et qui donc rend aussi, dans la dernière image, le caractère de cette grande galerie éternelle, mais enfin éternelle, j'en sais rien, mais enfin en tout cas Hubert Robert l'a déjà représentée détruite, à peine était-elle inaugurée comme musée, en tout cas qui va durer et qui a été métamorphosée, mais qui en même temps persévère. Donc c'est une richesse beaucoup plus grande que la simple documentation. Et surtout, la grande richesse de ce livre, c'est qu'il a été fait en même temps que l'action. Donc, en même temps qu'on agissait, on était obligé de réfléchir sur les photos de Robert, donc de réfléchir aussi sur notre propre action, ou ce qu'on n'avait pas fait, ou les endroits qu'on n'avait pas vus pendant qu'on travaillait par ailleurs parce qu'ils étaient vides, ou le fait que finalement 2 fois de suite, à 3 mardis d'écart, on avait fait la même chose. Cette chose aussi qui est assez très émouvante dans certaines photos où on voit des installateurs finalement qui semblent en dialogue avec ce qui est représenté sur les tableaux. Donc on a un moment, on a un tableau avec une Vierge à l'enfant qui est en train de basculer, donc les installateurs le soutiennent, et on a l'enfant Jésus qui s'accroche au cou de sa mère, et comme s'il il avait peur de basculer, ou un autre installateur qui soulève un tableau, mais quasiment dans le geste d'un orant. Et donc ça crée ça stimule l'imagination. No, but it really happened. J'ai pas posé les gens à faire ça. Non, bien sûr, ça s'est produit. Oui, mais les photos que vous aimiez pas, c'est parce que eux, ils voyaient pas, ils voyaient juste un petit pourcentage de ce qui se passait. Okay, le travail que j'ai fait, c'est vraiment documentaire, mais ça dépend à la profondeur qu'on regarde. Et ce qu'on garde dans notre esprit, et quand je prends la photo, j'essaie voir toutes les profondeurs du sujet. Et ça, c'est quelque chose, c'est une discipline intellectuelle qu'on développe dans le temps.
Moi, je réfléchis avant et après, pas pendant. Pendant, il faut acte, il faut acter. Non, mais on sait, comment on dit. Il faut Agir. Agir, merci. Yes. Mais moi, je me posais la question, why are they letting me do this? Parce que j'ai compris, vous êtes tous pros et vous n'avez pas honte. Et c'est ça une chose que j'ai bien aimée, parce que ceux qui ne veulent pas que je vois l'acte curatorial, c'est parce qu'ils ont des doutes. Ils se cachent. Ouais, c'est comme ça, je te Très jure. immodeste. Non, mais je te jure, c'est comme ça. Hein. Je dois dire qu'on était très angoissés parce que c'était très compliqué à mettre. On l'avait jamais fait quand on l'a proposé. Quand on a proposé à Laurence Descartes de faire ça, je n'avais pas tout à fait. J'avais bien mesuré que ça allait être compliqué, mais pas tant que ça. Donc en fait, on était très angoissés par le temps, etc. Mais on était très très bien préparés. Oui. Et il y a un grand professionnalisme, pardon d'être un peu corporate là, mais le Louvre est connu pour un grand professionnalisme de toutes ses équipes à tous les niveaux que ce soit. Oui. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que vous avez un a priori, mais après, vous vous laissiez un peu de temps et de changer légèrement votre point de vue. Et ça, j'ai trouvé très bien. Okay. Merci. Est-ce que ces images, je sais que ce sont des images qui vous tiennent beaucoup à cœur, à tous les deux, ces images où on voit les panneaux couverts, est-ce que vous pouvez nous en parler? Ils reviennent plusieurs fois, ils étaient aussi très importants dans le dispositif de préparation de l'exposition. Alors, je vais faire comme Robert, il y a une chose qui me vient en tête par rapport à ce que Robert vous venez de dire, c'est que de votre côté comme du nôtre, je vais revenir sur ce terme qui me semble tout à fait pertinent, c'est qu'il y avait la question de la justesse. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on est juste dans la perception, et nous, est-ce qu'on est juste dans l'action? Parfois, ça se joue à 1 mm, 2 mm, parfois c'est très géométrique, parfois voilà. Et ça, c'était probablement quelque chose qui a dirigé l'action dans l'accrochage de Capodimonte, mais aussi la façon dont vous faisiez les photos et la façon dont le livre a été construit. Très juste, ça veut dire précis, mais aussi exprimant toute l'intensité du moment, les différents possibles. Oui, mais ça, c'est parce que je surfais sur vous, quoi. Parce que si vous n'étiez pas bien, les images auraient été différentes. Oui. On aurait fait un livre comique. Bon, vous répondez à ma question, là? Oui. On répond à ta question. Oui, on répond à ta question. Oui. Je pensais. La question, c'est sur ces images. Images qui reviennent plusieurs fois dans le livre, des panneaux couverts. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que c'était un élément très important de la préparation de l'exposition et c'est un élément très important du livre. Peut-être, Sébastien, vous pouvez nous expliquer le contexte et Robert, le sens de ces photos pour vous. Oui, le contexte était qu'on a beaucoup réfléchi à comment on accrochait le mardi, que le mercredi, le public revenait et qu'on voulait dévoiler le travail terminé. On a cherché un système qui permettait de masquer les tableaux qu'on accrochait jusqu'au vernissage. Et donc, l'idée, on a évoqué différentes possibilités, et l'idée finale a été de les couvrir de ces toiles blanches qui étaient fabriquées par nos ateliers de tapisserie et sur mesure pour chacun des tableaux qu'on exposait. Alors l'idée originelle, pour tout vous dire, était que j'aurais aimé qu'il soit hyper tendu avec juste une pliure, enfin un pli au milieu, genre un peu Fontana. On n'y est jamais arrivé parce qu'on n'avait pas anticipé les cadres. Donc parfois vous nous voyez tirer, c'est parce qu'on essaye de le tirer absolument. Mais ce qui était intéressant aussi après, c'était que la galerie, donc de mardi en mardi, se couvrait de toiles blanches, et puis on voyait les gens qui le mercredi passaient devant un peu comme si c'était normal ou comme si c'était une installation. On ne savait pas trop, et donc c'était aussi un élément important du travail de Robert, de saisir ça. Oui. Ben pour moi, c'était comme effacé. Je ne sais pas à quoi dire à cette question. Moi, comment dire, j'aimais toutes les phases. Et j'aime comme...
je ne suis pas fixé sur ceux-là, en fait. Okay? J'aime quand ils décrochent les tableaux. Je les trouve plus nus de cette façon-là. Okay. Une autre question que je voulais vous poser, Robert, c'est que vous n'êtes pas exactement connu, alors vous allez me dire que ce n'est pas les images que vous vendez, mais vous n'êtes pas exactement connu pour la présence de la figure humaine dans vos photos. Et la figure humaine est extrêmement présente dans ce livre et dans ce projet. Est-ce que vous pouvez nous parler des figures humaines, de la façon dont vous les avez traitées, de leur importance dans ce projet ? Bien, en fait, c'est pluriel, c'est des figures humaines. C'est comme une équipe, ce sont les agents de transformation. Et ce qu'ils font est lié aux toiles, aux œuvres d'art. Ils sont accessoires à la métamorphose. Ils font partie du processus. Alors, il y a les toiles d'un côté et puis il y a les travailleurs de l'autre. C'est un sujet à 2 ou 3 niveaux. Et ça, j'aime bien. Et puis, je ne suis pas d'accord avec toi non plus. Hein. J'ai plein d'images de gens. C'est que j'ai fait un livre avec plein de portraits. C'est que you're typecast. Quand j'ai fait Tchernobyl, les gens ils pensent juste à ça. Okay? Puis, c'est comme avec les acteurs et les actrices. Ils ont fait un film, it's a hit. Alors, ils pensent que tu peux juste faire ça. Ils se souviennent de ça. On n'y peut rien. Les gens vont te voir comme ils veulent. Okay? Et par rapport à la façon dont on vous perçoit, quelle est la particularité de ce projet ? Qu'est-ce qui est différent dans ce projet de tous les autres projets Robert Polidori ? Du point de vue des êtres humains, ils ne me regardent pas. Ouais. Ils ne me regardent pas. Parce que je dirais, là, 99% des portraits que j'ai pris, les gens, ils me regardent droit dans les yeux. Alors, it's an ego exchange. Là, il n'en a pas. C'est un ensemble. Et vous avez beaucoup parlé de la question de l'ego et du surmoi collectif. Oui. Où est-ce que vous placez votre ego dans ce projet ? OK. Moi, au moins, j'ai l'illusion que quand je prends une photo, je n'ai pas d'ego. I try to be absent. Je cherche d'être absent. Alors, je peux vous raconter une histoire parce que, Bien sûr. OK. Quand j'avais 17 ans, ma première année à l'université, je voulais faire des films, mais there's prerequisites. Alors, je devais faire des life drawing, à dessiner. Je sais que je suis mauvais, ça ne m'intéressait pas, mais il fallait le faire. Et puis, alors, c'était un easel, comment on appelle ça, un easel en français? Un chevalet. Alors, il y avait une douzaine, une quinzaine, avec au centre une chaise et des tables, et puis une femme nue qui était, elle ne bougeait pas, fixe. Et puis, I had a beatnik teacher, un barbu avec strange pants et tout ça. Et puis, et j'avais tellement peur. Et puis, 3e ou 4e jour, il vient et puis il me dit, je sais Robert, moi je sais que tu peux faire des lignes comme ça, mais montre-moi ce que vraiment tu ressens du sujet. Alors, je dis, ah merde. Alors qu'est-ce que je ressens? En fait, alors, il ne faut pas regarder. Alors, il faut qu'on dessine sans regarder, ça peut-être, c'est encore pire. Et puis après, je suis sorti de la classe, et puis c'était comme Saint Paul, de l'apparition de Dieu à Saint Paul. Et puis une voix me dit, moi je m'en fiche ce que je ressens du sujet. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le sujet ressent de lui-même, de soi-même. Elle dit, great,
fantastique. Et pour vous montrer que j'avais raison, un jour, j'ai aperçu cette femme qui était un modèle, et puis j'ai couru vers elle, j'ai dit, Isn't that you? Who's the model? Elle dit oui. Ben, j'ai une question à vous poser. Que sentez-vous là quand vous êtes en train de poser? Rien du tout. Moi, I'm a unwed mother. I have a child to raise. Et puis je pense à mes listes de courses que je dois faire et tout ça. J'avais raison. No feelings are happening. Et que j'ai compris que je veux être un passe-partout pour le sujet. Et la seule manière de faire ça, c'est le moment d'avoir des émotions, c'est avant et après, pas pendant. Et alors, qu'est-ce que le Louvre ressent de lui-même? Si le Louvre est votre modèle que vous dessinez, qu'est-ce que le Louvre ressent de lui-même dans vos photos? Le catalogue de l'histoire de l'art de l'Occident. Ça ressent pas vraiment grand-chose, un catalogue, non? Ben, OK. Le compendium. Oui, mais là, vous répondez pas à la question. Parce que... Oui, non. Non. Qu'est-ce que ce... c'est pas, comment dire, c'est pas un champ de course, c'est pas... It's not a tennis match. Je vois que vous faisiez une référence très subtile à Bonaparte. Oui. Est-ce que quand vous prenez une photo comme celle-ci, Sébastien en parlait tout à l'heure, Hubert Robert, probablement, on pourrait dire le lieu ou l'un des quelques lieux les plus importants de la peinture au monde. Qu'est-ce que vous ressentez? Rien? Ou qu'est-ce que ce lieu ressent? En particulier cette image-là, qui est le lieu lui-même, le lieu vide, le lieu tel qu'en lui-même. Non, mais j'aime bien le lieu. Hein, je sais, mais alors? I don't know what to say. Mais j'ai quand même remarqué que les toiles d'Hubert Robert, ils ne sont plus là. Hein. Ah non, elles ne sont pas dans la grande galerie. Oui. Non, mais autrefois, ils étaient là. Oui. Et puis, ils devraient être là parce qu'en fait, c'est des toiles de la grande galerie. OK. Mais je ne comprends pas ta question, en fait. Non, mais quand vous prenez une image comme celle-ci, qui est une image qui s'inscrit dans des codes, qui s'inscrit dans des symboles, qui s'inscrit dans un langage commun, vous parliez, quel est le statut de cette image? Parce que cette image-là, en particulier, c'est la Grande Galerie. C'est la Grande Galerie telle qu'en elle-même. C'est une image, pardon de la redondance, mais iconique, comme on dit aujourd'hui. Oui. Alors Parce que je me souviens, j'étais là quand vous l'avez prise. Oui. Vous couriez dans toute la galerie, oui. En remontant, en descendant, pour trouver la bonne. Oui, parce que je cherchais le bon cadrage. Okay? Mais d'après moi, cette image, c'est une des moins excitantes de tout le livre. Alors, on m'avait demandé de faire ça. Okay? And I did it. Okay? Mais okay. Pour moi, cette image-là est totalement banale. Okay? Donc vous, c'est pas banal quand il se passe quelque chose. Oui. Oui. Vous avez parlé de théâtre, et Sébastien parlait tout à l'heure de théâtre. Vous avez aussi dit dans un entretien que pour vous, c'était comme de la photographie de sport. Oui. Est-ce que pour vous, c'est du théâtre, c'est de l'athlétisme, c'est quoi? Non, pour moi, c'est pas du théâtre, parce que pour moi, le théâtre, c'est faux. C'est du faux semblant. Moi, j'aime pas le théâtre. I never go. Okay? Moi, quand je vais au théâtre, moi, je suis gêné pour les acteurs. Okay? Okay? Alors, moi, j'aime pas ça. Okay? Moi, ce que j'aime, c'est les vrais trucs. Et ce qui se passait, c'était des vrais trucs. Et Sébastien, pour vous, le théâtre et l'athlétisme de ces images?
Ah bah ça, j'étais participant, donc j'ai un peu de mal. Et puis, je ne suis pas d'accord avec Robert sur le théâtre, voilà, nous on est dans l'image, dans l'action, mais avec des gestes. Et c'est ça que je trouve, par exemple, très beau dans cette photo où on va vous révéler qui sont les personnages. Charlotte Chastel, donc la co-commissaire, et Martine de Pagna, la chef de la régie du département des peintures. Mais il y a ces gestes, c'est tout à coup ces actions. Qui prennent une dimension parce qu'elles étaient fascinées. C'était la première fois qu'on était en fait tranquille pour vrai. Voir. Elles avaient quelques minutes, quelques instants pour être tranquilles, pour regarder le tableau de Masaccio. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de quasi religieux dans cette... Oui. Dans la photo que vous avez prise, qui est un moment volé en fait. Ah oui, en fait, moi je cherche à faire des images religieuses aussi. Oui, mais c'est vrai. Par religieux, je veux dire que quand un individu représente soi-même et plus que soi-même, pour moi, ça j'appelle religieux ou spirituel, si on veut. Mais là, sur la question du temps, par exemple, c'est très intéressant, parce que c'est en réalité un moment très bref. Oui. Qui prend tout à coup une dimension éternelle, quasiment. Elles sont peut-être restées 1 minute ou 2, parce que l'action continuait partout ailleurs, et que là, elles avaient 2 minutes. Oui, mais en contraste avec les autres moments, 1 minute, c'était quand même longtemps. Hein, parce que les restes des trucs, c'était 1/4 de seconde. Hein. Et puis, il faut bien les... En fait, cette image-là était facile à prendre, ok? Il y en a plein d'autres que c'était beaucoup plus pointu. Une autre question que je voulais vous poser, c'est, pour vous deux, c'est les rapports entre peinture et photographie. Parce que vous, Sébastien, vous êtes spécialiste de peinture du 19e siècle, c'est-à-dire le moment où la photographie met en crise la peinture, notamment chez Delacroix, à qui vous avez consacré une grande exposition. Et vous, Robert, évidemment, on qualifie souvent vos photographies, à tort ou à raison, de picturales. Oui. Et là, évidemment, le sujet, c'est la peinture. Oui. Alors, comment voyez-vous les rapports entre photographie et peinture dans ce projet? Qui répond en premier? Vous deux. Moi? Ok. Moi, j'aime l'iconographie. Moi, j'aime pas trop l'art abstrait. À penser, à donner des émotions, je m'en fiche de tout ça. La musique est mieux à ça, pour moi. Okay? Et que ce que j'aime dans l'iconographie, c'est que une chose précise représente des milliers d'autres pareilles. Et ce que j'ai pris de la peinture, c'est la perspective de la Renaissance ou même avant. Les placements, ce que j'appellerais comme la partie graphique de la photographie. Je prends de la peinture. Et certains harmonies de couleurs. Mais d'après moi, la grande majorité des peintures, c'était des créateurs. Hein, c'est sorti de leur esprit, de leur mental. Ce que j'aime de la photographie, c'est qu'on reçoit l'image. On ne le génère pas. Mais comme j'ai dit au tout début de cette présentation, il y a des photographes qui mettent devant l'appareil, devant l'objectif, ce qu'ils veulent voir du monde. Moi, je n'ai jamais pensé que j'étais si important. And I don't know if I'm right. Parce que souvent, je change d'opinion. Okay? Alors, je suis pas dans le moule du créateur, mais je suis dans le moule de celui qui aperçoit et qui veut trouver... c'est pas que même je veux. Ben oui, je veux.
ouais, que je veux trouver ce qui représente tous les autres. Emblématique, l'emblème, l'image qui fait l'emblème de tous ces genres de moments, de tous ces genres de contextes. Okay. Ça répond à votre question? Et vous, Sébastien? Sur le projet précis, je pense pour moi, il n'y a aucun rapport entre peinture et photographie. Là, on est dans une... C'est de la photographie de peinture. Oui, c'est de la photographie de peinture, mais bon, c'est... Non, c'est une photographie de l'acte curatorial. Voilà, c'est ça. C'est pour ça vraiment, que oui. Là, je ne fais pas le lien entre peinture et... au sens... voilà, oui, c'est pas de la photographie de peinture. Voilà, c'est pas... Voilà. Donc, c'est... Pour moi, là, dans ce contexte-là, la question ne se pose pas en ces termes-là. C'est de la photographie. Voilà, une autre question que je voulais vous poser, c'est le rapport entre l'intime et le public. Il y a des moments qui donnent le sentiment d'être des moments intimes, comme celui-ci. D'autres donnent le sentiment d'être des moments dans cet espace qui est un espace public. Si on prend l'image suivante, qui ont des éléments qui donnent un élément beaucoup plus public. Évidemment, ça dépend des espaces, hein, c'est très clair. Mais on a le sentiment aussi que vous avez voulu, Robert, capturer des moments intimes, des moments... Moi, je vais capturer tous les moments. Alors, il y a, dans le défilement de temps, il y a des moments intimes, mais ceux qui ne sont pas. Pour moi, c'est valeur égale. Et quelque part, ça, c'est intime aussi. Hein. Je veux dire, regarde, they're all in there. Ceux-là, ils sont ensemble. Okay, ils ont un rapport entre eux. Lui, il est seul. Lui, il est seul. Et ces trois-là, ils ont une relation. Et puis, il y a une femme là, qui n'a rien à voir avec le truc. Comment dire, je ne vois pas dans les catégories que tu vois. D'accord. OK. Il y a des intimes. OK. Pour moi, ce que j'aime dans la photographie, c'est que par rapport à ceux qui sont des créateurs et puis ils ont un point de vue, c'est que quand on regarde une photo, on peut dire que ce tiers-là pense que le monde est comme ça. Là, ici, ils ont un autre point de vue, c'est une autre réalité. Puis là, c'est encore une autre réalité. C'est des valeurs différentes qui cohabitent le même moment. Comme un musée. Yes, oui. Alors, je sais que vous êtes toutes et tous impatients de faire signer des exemplaires par Robert et Sébastien. Mais je voudrais quand même vous adresser à chacun une dernière question, si vous me permettez. Okay. Et peut-être commencer par vous, Sébastien. Vous qui êtes une figure du Louvre, on ne va pas dire depuis combien de temps vous travaillez ici, mais vous êtes notre jeune homme éternel qui rassemblait les temporalités du musée. Qu'est-ce que ce projet, avec Robert, vous a appris du musée ? Alors, qu'est-ce que ça a appris ? Bon, d'abord, il y a eu une rencontre. Donc oui. Ça, c'est très important. Rencontre avec Robert, avec Catherine Bonifaci, travail avec Nicolas Marbeau, etc. Donc, voilà, ça c'est ces moments d'exposition, de travail collectif. Ça, c'est vraiment des choses que le musée promet et offre, parce que tout travail au musée est un travail collectif. Ce que rend d'ailleurs les photos de Robert, où on voit ces grappes humaines, en fait, ce sont des grappes de solidarité. C'est oui. Que tout le monde est orienté vers un même objectif. Donc ça c'est une première chose. Après sur le livre, sur les photos, c'est que tout à coup moi je n'avais jamais mis en perspective cette action collective comme ça en photo de façon extrêmement suivie sur 2 mois, donc qui rendent compte effectivement de ce qu'on fait,
de la singularité de certains moments. Et puis, comme le moment précédent où on a vu Charlotte et Martine à genoux devant le tableau, ça c'est un moment singulier. Et puis, les actions qui reviennent sans qu'on s'en rende compte. On ne les fait pas machinalement parce que tout ça est dans ce contexte d'accrochage très pensé et très organisé, mais ça revient comme un rituel. Donc ça, par exemple, j'en avais jamais pris conscience à ce point-là. Et puis les photos, alors là je traite les photos si vous voulez un petit peu comme du document, et les photos rendent compte des interactions. Alors je ne sais pas si c'est la question de l'intime, je ne sais pas si elle se pose vraiment, mais en tout cas des interactions, comme vous l'avez expliqué ici, entre les uns et les autres à ces différents moments. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui a été, qui est très très riche, enfin je trouve. Merci. Et pour vous, Robert, qu'est-ce que vous avez appris dans ce projet de vous, de la photographie et peut-être du Louvre que vous ne saviez pas avant? Ok, du Louvre, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'amour entre les gens. Okay, ça m'a surpris. Okay, parce que non, mais attends, j'ai fait d'autres musées, il y a pas, ils sont pas si amoureux, quoi. Ok. Oui, j'ai aimé la qualité humaine de tous les travaux que j'ai été témoin. Ça m'a touché. Okay. C'était quoi l'autre question? Ce que vous avez appris de vous, ce que vous avez appris de la photographie. C'est le deuxième projet que je fais totalement en numérique et que ça me rapproche d'un instantané que j'avais oublié. Alors pour moi c'est un rappel et que j'ai bien apprécié ça. Est-ce que ça vous a appris de vous? Ça m'a appris quoi? Est-ce que ça vous a appris de vous? That I want to be young again. Merci beaucoup. Okay. Merci.